vous propose de reprendre nos travaux en vous précisant que nous arrêterons, quoi qu'il arrive, pas au-delà de 17 heures. Si nous arrêterons, je pense, au niveau du rapport G pour passer la décision modificative budgétaire, la DM3, nous la passerons, quoi qu'il arrive, demain matin. Donc si on termine à 16h30, on terminera à 16h30. Par contre, demain matin, on reprendra avec la DM3, puisqu'il y aura aussi ensuite l'Assemblée générale des anciens conseillers départementaux et conseillers généraux. Donc vous êtes tous évidemment conviés. Donc voilà, c'est pour qu'on puisse aussi tenir demain matin une partie de la session. Voilà, nous commençons donc par les rapports C, avec le rapport C1. Monsieur le Président Brault. Oui, merci, Président. Chers collègues, la délibération concerne le PDA et l'HPD, plus exactement le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Et c'est notre collègue Nelly Dury qui la présentera. Merci, Monsieur le Vice-président. Monsieur le Président, chers collègues, le droit au logement est un droit fondamental car il constitue une des conditions majeures de l'insertion et de l'accès à l'autonomie. Dans notre République qui s'est donné le but de liberté, égalité et fraternité, le plan correspond à une priorité politique autant que morale. Il permet subsidiairement d'assurer le contact entre la société et les citoyens pour lesquels l'assistance est un dû et qui vivent dans 4 649 logements sociaux attribués en réponse à 20 491 demandes. Ce plan prend suite à l'échéance du précédent, du 31 décembre 2023. Il résulte de la collaboration du département, de l'Agence départementale de l'information au logement, des services de l'État, avec l'ensemble des partenaires de l'habitat et du logement. Dès le premier trimestre 2023, en parallèle avec les réunions de travail menées sur les différentes actions en cours, leurs résultats et leur devenir, les diagnostics révèlent une saturation des dispositifs d'hébergement, un marché locatif tendu, des inégalités territoriales, une multiplicité d'acteurs et d'intervenants, entraînant un besoin de coordination entre insertion-emploi et hébergement-logement. Le plan établi comprend 2 thématiques, accès du public au plan d'accession au logement et l'accompagnement des publics. Celles-ci sont accompagnées de mesures de coordination des actions et des territoires, ainsi que par une redistribution des compétences concernant particulièrement la lutte contre l'habitat indigne, la précarité énergétique et les personnes victimes de violences faisant l'objet de mesures spécifiques. La commission spécialisée des politiques sociales du Comité régional de l'habitat a donné un avis favorable le 8 octobre 2024 au plan qui est présenté de façon détaillée dans le rapport qui vous est soumis. Son approbation vous est demandée, ainsi que l'autorisation donnée à notre président de le signer. Je vous en remercie, ainsi que du travail mené par nos services et naturellement de votre attention. Bien, merci. Je ne sais pas si Christian veut rajouter quelque chose sur ce rapport. En tout cas, merci pour la concision du rapport qui est un renouvellement donc de ce PDHLP, ce PDALHPD. L'acronyme est compliqué. Bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport C1? Oui, il y a Christine Tellier et Dominique Tripet et Christine Tellier. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, tout d'abord pour vous dire que notre engagement en tant que département auprès des différents acteurs qui émaillent donc toutes ces décisions pour le logement social et le logement social très prioritaire sont indispensables. Sont indispensables parce que malheureusement ça va de mal en pis, et je l'avais souligné en commission permanente, il y a de moins en moins de construction et de construction de logements sociaux, il y a de moins en moins de mobilité au sein du parc social, et pour le coup, je crains que quelque part, tout, à un moment donné, ne soit complètement embolisé et que ça ne puisse plus fonctionner.
pas assez de place d'hébergement d'urgence, pas assez de place dans les différents dispositifs, au niveau du DALO, enfin bon, où que ce soit. Et pour le coup, voilà, je sais notre engagement et je vais le voter, moi, cette délibération, mais ça n'empêche pas mes inquiétudes. Et je crains que l'année prochaine, tous les chiffres qui vont nous être donnés vont donner malheureusement raison à cette inquiétude. Je n'aime pas être une Cassandre, comme nombre d'entre vous, mais n'empêche que tout est bloqué là, et on le sait, et c'est même bloqué au niveau de l'État. Donc voilà, je sais notre engagement, je le légitime, je vais le voter, mais quand même, c'est dur, c'est dur. Tout à fait d'accord avec vous sur la construction de logements. Je pense qu'on est vraiment en panne et c'est bien malheureux parce que des logements, il en faut. Après, il faut aussi concilier avec la ZAN, avec pas mal d'objectifs. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand la construction de logements est en panne, c'est la société qui va mal. Je pense que clairement, là, aujourd'hui, quand on dit quand le bâtiment va, tout va. Alors... Oui, Jean-Luc Riglet va répondre, puis après Vanessa Slimani, après Christine Tellier. Merci, Monsieur le Président. Écoute, tu faisais partie du CA de l'OGM-Loiret, donc tu sais de quoi tu parles. Et évidemment, on a fait un CA il y a 2 jours. La problématique est simple. Coût de la construction, les emprunts très chers, ce qui fait que on a un projet économique qui tient plus trop la route. Donc, tu le sais, on avait prévu de faire 100 constructions par an, 100 réhabilitations par an, et il s'avère que on va être obligé de faire autrement pour 2 raisons. Pour ces raisons-là, mais en tout cas, on va suspendre quelques constructions. Malgré tout, on veut absolument continuer par rapport aux demandes, parce qu'on a énormément de demandes au niveau social. Donc on va tenter de continuer comme ça. Et pour ce faire, je voudrais pas être un petit peu lourd, mais j'ai demandé au CA, au conseil d'administration, pardon, de suspendre certains projets de gendarmerie, voire d'annuler. Parce que là, on est à 685 000 euros d'attente de loyer. Et je préfère c'est compliqué de dire ça, sincèrement, mais de ne pas continuer sur gendarmerie pour travailler sur les locataires qui ont besoin. Donc là-dessus, c'est très clair. Donc on va continuer à travailler sur les constructions et les réhabilitations. On sait très bien qu'il y a une problématique au niveau énergétique. Donc ça va nous prendre une grosse partie du budget de l'OGM-Loiret. En tout cas, je parle que de ça parce que les autres, voilà, je veux pas me mêler de ça, mais en tout cas, je t'en prie, il faut te soigner, mon Titi, parce que là. Mais il y a beaucoup de l'OGM-Loiret, beaucoup à Gien, donc je comprends que tu éternues. Non, voilà. Donc très sérieusement, on est en pleine crise de logement et vraiment, on veut vraiment continuer, mais ça va être très difficile. Je pense qu'on peut rappeler quand même le geste du département par rapport à l'OGM-Loiret. C'est-à-dire que les 10 millions d'euros de titres participatifs, je pense que là aussi, c'est un acte fort du conseil départemental. Moi, j'en suis très heureux et que ça porte ses fruits, en tout cas, pour que vous puissiez ensuite engager ces programmes de réhabilitation. Donc, Dominique, et après, on passe à Christine. Juste rapidement, pour dire que pour moi, je suis absolument pas choquée qu'on arrête avec les gendarmeries. Lorsque Michel Ricou et moi-même étions à la CNL, à chaque fois qu'il y avait un conseil d'administration, que ce soit à l'OGM-Loiret ou à l'époque à l'OPA, nous votions contre. Parce que nous disions que quand même les offices HLM, c'est du logement social et que le logement social n'avait pas à construire les gendarmeries. Et on voit au bout du bout ce que ça donne quand ça coince au niveau de l'État et que l'État ne paye pas. Et donc voilà, et imaginez que tous les locataires fassent de la même chose. À mon avis, il y a longtemps qu'on aurait envoyé les huissiers. Et comme disait quelqu'un, on enverrait la gendarmerie. Mais voilà. Mais toutefois, on est d'accord que de toute façon, on a besoin de la gendarmerie, on a besoin des gendarmes. Oui, donc on est confronté pas dans ces conditions-là. À cet équilibre. Voilà. Pas dans ces conditions-là. On est d'accord, évidemment. Pas au fait qu'en fait, ils arrivent, ils demandent à ce qu'il y ait des logements implantés à tel endroit, sans se préoccuper si, une fois qu'ils vont partir, et ça peut être décidé en moins de 6 mois, et ils laissent les logements, et autant pour les locataires et autres, on leur demande des délais pour s'en aller, autant les gendarmeries peuvent s'en aller du jour au lendemain, oui, laisser les logements, des fois, au fin fond de la campagne, et ça reste sur le dos des bailleurs sociaux. Donc non, c'est pas possible, pas dans ces conditions-là. Donc bien, là, moi, ça me choque pas du tout. Merci. Je pense que le débat, on devait l'avoir. Christine Tellier et Vanessa Slimani ensuite.
Oui, d'où l'importance des aides propres au département pour les constructions et les rénovations, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment une vue globale qu'il faut avoir, hein, et voir où est-ce qu'on met les curseurs et les aides. C'est très très important. Je voulais dire à propos de ce plan deux choses. D'abord, ma satisfaction qu'enfin soit intégrée la question de la santé, d'une part, pour un certain nombre de personnes défavorisées et en difficulté avec le logement. Et d'autre part, la volonté de coordination de tous les acteurs du territoire qui sont concernés par l'accompagnement de ces personnes, que ce soit socialement ou en matière de santé. Ce serait vraiment bien qu'on ait quelque chose de très construit et repérable sur ces lieux et ces moments de coordination. Qu'on aille, là, c'était pas l'objet du plan, mais comment on va mettre en œuvre cette coordination, ça me paraît très important. Tant pour les personnes que pour les bailleurs sociaux d'ailleurs, ou pour le territoire, puisque l'une des problématiques, et ça m'emmène à la deuxième point que je voulais rappeler, parce que j'en ai déjà parlé en commission, mais c'est important pour moi de le dire ici, qui est celui des difficultés des personnes qui ont des problématiques de santé psychique, d'une part, et psychique et addictive d'autre part, l'un allant avec l'autre, mais pas toujours. On peut être addict sans avoir des problèmes de santé mentale psychiatrique graves. Donc, et il y a une chose, ça a été dit dans ce plan, d'essayer de trouver des solutions. Or, il existe un levier, un dispositif national, 2 dispositifs nationaux qui existent et qui sont très efficaces, puisqu'il y en a eu l'évaluation. C'est le dispositif Logement d'abord, qui s'adresse d'abord aux sans-abri, mais qui peut être tout à fait pensé et adapté pour les personnes que l'on veut maintenir pour éviter qu'ils soient sans-abri. C'est l'idée que la priorité du logement, c'est la condition première à une réinsertion. Et ça marche très bien. Elle a été validée par de multiples expérimentations, que ce soit à l'étranger ou ici. Et puis, elle s'adresse. Et puis, le deuxième dispositif, qui est un petit peu plus précis dans ce cadre-là, c'est un chez-soi d'abord. Un chez-soi d'abord, c'est un dispositif qui s'adresse aux personnes qui sont à la fois addictes, avec des problèmes de santé psychiatrique, et donc qui nécessite un groupement de coopération sociale et médico-sociale entre la psychiatrie, une association d'accompagnement au logement et un XAPA ou un CARUT, c'est-à-dire un centre de soins en addicto ou un centre de réduction des risques en addicto. Et ce chez soi d'abord, il a été expérimenté à Toulouse, à Marseille, à Lille, si ma mémoire est bonne, avec d'excellents résultats. Le département pourrait faire un appel à projet avec l'ARS, s'y associer. Ce serait un levier extrêmement important, sachant que normalement, je dis bien normalement, vu le contexte actuel, les crédits d'État existent pour cela, et que la part du département ne pourrait être que, comme vous le faites souvent, entre 80 et 20. Enfin, il y a des choses qui... En tous les cas, ça mérite, je crois, de s'y atteler, de regarder de plus près, parce que ça pourrait permettre, en association avec l'hôpital psychiatrique et les associations médico-sociales qui gèrent les XAPA et CARUT dans le Loiret, puisque ce sont les associations qui les gèrent dans ce département et pas l'hôpital, comme d'ailleurs très très majoritairement en France, de voir comment il pourrait y avoir un projet. Je sais que du côté de la santé et de l'addicto, il y a déjà eu des propositions de projets en ce sens qui n'ont pas abouti pour le moment. Voilà, donc je suggère de réfléchir à ça, de regarder plus près comment, pour un certain nombre de situations, nous pourrions trouver des solutions pour le maintien ou le retour en logement de ces publics précaires, pour le bien de tous, puisqu'on voit bien que la difficulté, c'est quand les gens ont des problèmes psychiatriques et d'addiction additionnels, la cohabitation est difficile. Et la gestion par le bailleur social est difficile. Donc le bailleur social, plus une association addicto, plus l'hôpital psychiatrique, plus le cas échéant un acteur de l'action sociale, ça permet de trouver des solutions, voire un dispositif spécifique qui serait dans les logements sociaux
mais une unité un peu plus, ou bien en diffus, ça s'interroge. En tous les cas, je crois important de réfléchir à ce point. Voilà, merci. Mais merci, je peux me permettre, Monsieur le Président? Oui, c'est pour ça. Est-ce que vous voulez bien me donner la parole, Monsieur le Président? Voilà, je vais me faire gronder. Oui, non, mais moi je suis d'accord avec ça. Il n'y a aucun problème. Mais le problème de la psychiatrie en France, c'est vraiment ça le problème. On le sait, il y a des maires ici et des élus, on le sait. Donc le logement par rapport à des problèmes psychiatriques, ça ne devrait pas exister. Il faudrait avoir plus de place en centre psychiatrique, il faudrait avoir aussi des psychiatres. Il n'y en a plus en France. Moi, j'ai plus les chiffres, pardon, mais dans la région centre Val-de-Loire, on a quelques psychiatres, on n'en a plus. Donc après, nous, on connaît les problématiques quand quelqu'un sort au bout de 15 jours de Domaison, qui a pris ses médicaments, mais qui les prend plus après. C'est une catastrophe. Donc oui, moi j'entends ce que tu dis, mais ça vient pas de nous. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il va falloir que la psychiatrie en France soit prise en compte. Bien, oui. Allez, réponse et après c'est Vanessa. Rapide. Non, mais la question n'est pas si c'est la faute ou pas du département. Je pense que c'est un levier que le département pourrait activer. Et pour ces gens-là, la question n'est pas de les mettre en hôpital psychiatrique ou en place psychiatrie, c'est qu'on a vu et évalué le fait qu'il était efficace de mettre ces gens-là en logement autonome et d'avoir une prise en charge globale autour. C'est un petit peu comme l'inclusion des personnes avec handicap. Hein. C'est non, mais je veux dire, le principe de ne pas forcément être dans un institut fermé, mais pour certains d'entre eux d'être dans la ville accompagnés, ça marche mieux que pour, je dis pas tout le monde. Donc, tu vois, c'est pas des places en psychiatrie là, c'est un autre dispositif qui a fait ses preuves. Oui, bah bien sûr, c'est ça le principe, qu'il y ait un suivi. Bon, on en rediscutera. Bien, merci. Vanessa Slimani. Merci, Président. Dans la continuité des interventions de mes collègues élus, évidemment, pas de sujet sur le rapport en tant que tel. Il sera voté parce que la situation est effectivement préoccupante dans le rapport. Le diagnostic est préoccupant. Très préoccupant. Saturation des dispositifs d'hébergement d'urgence. On a évoqué évidemment la problématique du locatif social, tendu, plus que tendu. Et puis le manque de logement pour les personnes, Christine vient d'en parler, sur les personnes handicapées, les personnes vieillissantes et celles qui sont porteuses de pathologies mentales. C'est un vrai sujet. Il y a une vraie difficulté. Quand on regarde les chiffres du rapport, c'est édifiant. Le nombre de personnes qui sont sur tous ces sujets-là en attente de solutions. Et effectivement, dans nos communes, on le traite au quotidien. Voilà, on est face à ces difficultés-là au quotidien. Sur le 115, il n'y a pas suffisamment d'hébergement, voilà, très clairement. Sur la production de logements social, au-delà de la difficulté du moment, parce que nous traversons évidemment une crise, mais avant, il en manquait quand même. Et je ne suis pas persuadée qu'en sortie de crise, il y ait de nouveau un engouement. Je ne citerai évidemment personne, mais on sait que toutes les communes ne sont pas dans la même dynamique de production de logements social. Or, il y a un besoin énorme sur les territoires. Donc je voyais dans les plans, dans les fiches actions, sensibilisation des élus, des habitants, sur le 115, sur la première fiche action, une volonté d'avoir connaissance plus précise du nombre finalement de demandeurs et puis de personnes finalement aboutissant à une réponse positive sur le 115, mais on a encore sur nos communes des personnes qui appellent plusieurs fois par jour et qui n'ont pas le soir de solution. Hein. Et puis sur le sujet donc des pathologies, en tout cas des personnes porteuses de pathologies mentales, effectivement, je rejoins ce que disait Christine, mais c'est tout à fait vrai. Il y a le problème de la psychiatrie. Et aujourd'hui, trop souvent, parce que dans ce qui était indiqué, c'est dans le cadre d'un parcours où effectivement la personne est en capacité de pouvoir intégrer un hébergement à terme, accompagné par une association, etc., dans un processus de soins accepté.
on voit très régulièrement aujourd'hui des personnes qui sortent effectivement de nos maisons et qui sont renvoyées chez elles, qui n'ont pas du tout accepté l'hospitalisation, qui n'acceptent pas leur pathologie et qui n'acceptent pas le soin, et que l'on retrouve tout de suite dans une nouvelle difficulté de mise en danger pour autrui, de mise en danger pour elle-même. Donc, par rapport à toutes ces situations, moi, ce que je voulais savoir, c'est parce que sur les fiches actions, voilà, on a les objectifs, les actions, l'évaluation que je salue, qui est souvent un sujet d'ailleurs au sein de notre commission. Par contre, je trouve que ce n'est pas forcément assez précis. Alors peut-être qu'à un autre niveau, ça l'est plus. C'est que là, dans le rapport, on reste sur des éléments très généraux, mais le nombre de personnes qui accèdent à un logement derrière, est-ce qu'on a posé un taux évolutif en se disant qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant, et à la fin de la période, on souhaite que le taux soit à tel niveau. Ça, sur toutes les fiches actions, ça peut manquer. Et très clairement, il manque les moyens financiers, les moyens humains. Et moi, je voulais savoir quelle était la position du département vis-à-vis de l'État, parce que sur un nombre considérable d'actions, l'État est pilote. C'est l'État qui peut effectivement décider de réquisitionner des logements pour pouvoir accueillir plus de personnes en logement d'urgence. Quelle a été, dans ce processus d'écriture du plan, la position du département par rapport à l'État et ses responsabilités ? Oui, il y a eu des discussions, effectivement. Je laisserai Christian, évidemment, répondre. Effectivement, parfois, on se substitue aux obligations de l'État, ou enfin, en gros, à ce que l'État devrait faire. Et puis, on voit bien, au final, la position des maires qui est exprimée, parce que tu parles, tu es aussi maire, et je vois que Jean-Luc a ses casquettes d'élu départemental de Gemmes-Loret, mais il est aussi maire, et tous les maires ici sont confrontés à cette situation de personnes qui ressortent et qu'il faut loger, qui ressortent de nos maisons en particulier, et puis il faut reloger ensuite, et où ça peut poser problème. On le voit bien, et on réglera pas tout par ce plan. Après, je sais pas, Christian, au niveau de la démarche, comment elle a été engagée avec les services de l'État. La démarche, et ce qui est essentiel par rapport au point que vous citez, c'est d'avoir identifié dans une action vraiment précise, etc., c'est cette question qui concerne les problématiques de santé. Et avec tous les partenaires que l'on peut, et donc je vais pas reciter tous les partenaires et toutes les questions que vous avez citées, qu'on partage, etc. Mais vous les avez vus, et que ce soit nos maisons, mais aussi l'ARS, et c'est la raison pour laquelle dans les annexes il y a également d'insérer les annexes, le PRAPS, etc. et autres, parce qu'on s'appuie sur ce qui existe également de ce côté-là. Bien sûr, demain, je vais pas sortir des psychiatres. Malheureusement, on connaît cette situation. Mais l'essentiel, l'important, c'est d'avoir identifié dans ces actions et autres, et d'en faire une action à part entière sur ces questions-là. Et je crois que c'est quand même à souligner le travail qui a été fait. Et je tiens à remercier les services et tous ceux qui ont collaboré à élaborer un schéma qui est un plan qui est structuré. On l'a voulu court en nombre d'axes, 3 axes, mais qui sont importants, et 8 actions, avec à chaque fois, comme vous le disiez, bien sûr, une évaluation. Et ça, tu le soulignais tout à l'heure, Vanessa, je crois que c'est important. Alors après, il y a peut-être d'autres points qui vont être à préciser en termes d'évaluation et autres, mais c'est tout le travail aussi constant qu'il y a avec l'ARS, avec les autres partenaires sur ces questions-là. Mais vraiment, à la lecture de ce plan, je crois qu'on voit bien où on va globalement, et tous ceux qui vont intervenir sur les collaborations, initier les collaborations, consolider tout cela. Et je crois que une nouvelle fois, merci au service. Il faudrait des éléments de bilan, de ce que disait Vanessa Osli, des éléments de bilan, et peut-être tous les ans faire un petit point sur le suivi de ce plan, et puis qu'on voit comment ça évolue. Donc ça serait peut-être intéressant. Ouais.
Oui, d'accord. Ok, merci pour ces remarques. Je vous propose de voter le rapport C1. Oui, Hugues Saury, bien sûr. Une seconde sans rentrer dans ce débat très intéressant, mais comme j'ai l'impression que le nom de l'ADIL n'a pas été prononcé, je voudrais juste témoigner de l'implication totale de Magali Bertrand, de Virginie Chaumereuil, qui suivent de très près, puisque c'est l'ADIL qui anime le PDLH-PD. Et donc, voilà, je voulais témoigner de leur implication sur ce sujet et de leur professionnalisme. Merci, Monsieur le Président de l'ADIL. Bien, je vous propose de voter maintenant. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Merci, Monsieur le Président Christian Braud. Nous passons maintenant au rapport de la commission D avec le Président Jean-Luc Riglet. Merci, Monsieur le Président. Donc, ce rapport D1 sera présenté par notre amie Marianne Dubois. Merci Jean-Luc. Chers collègues, le département a signé une convention cadre avec la région Centre-Val de Loire en juillet 2023, réaffirmant son soutien financier aux investissements agricoles. Les bénéficiaires sont les organisateurs de producteurs et les entreprises des secteurs agricoles, forestiers et de la pêche. Les aides ciblent la modernisation des équipements, l'amélioration de la production et de la commercialisation, ainsi que le soutien aux mesures environnementales. Ce dispositif s'inscrit dans le plan stratégique national et la politique agricole commune, ou PAC, de l'UE, avec un financement de l'aide publique réparti entre le FEADER pour 60% et les autorités nationales, régionales ou départementales pour 40%. Cette collaboration renforce notre engagement pour une agriculture locale durable. Le département du Loiret intervient en complément des aides régionales sur 2 dispositifs clés. Le dispositif 06 pour la modernisation des exploitations hors jeunes agriculteurs et le dispositif 07 pour la modernisation des exploitations ciblant spécifiquement les jeunes agriculteurs. Le financement du département vise à soutenir les investissements qui actualisent et optimisent les équipements et infrastructures agricoles, renforcent les pratiques agroécologiques existantes ou facilitent la transition vers des méthodes de production plus durables. Au regard des dossiers déposés et instruits, le département est en mesure de soutenir 44 opérations pour un montant total de 872 083 € et mobilisant en contrepartie 1 308 125 de fonds FEADER. Les dossiers concernés vous sont présentés en annexe 1 et une cartographie de la répartition cantonale du montant total des aides allouées vous est présentée en annexe 2. Concernant les incidences financières, cette opération s'inscrit au programme 24E 0 101 106 APDP RAS qui permet de mobiliser une enveloppe budgétaire de 900 000 € inscrits au budget primitif et ces 900 000 € sont disponibles. Donc, il est proposé d'attribuer les subventions départementales selon la répartition détaillée dans les annexes du rapport et d'affecter l'opération de 872 083 € sur l'autorisation de programme qui va bien du budget départemental 2024, sachant que la commission D a donné un avis favorable sur ce rapport. Je vous remercie. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport D1? Oui, Hugues Rimbaud. Merci, Monsieur le Président. Je vais reprendre la discussion qu'on a eue en commission brièvement parce qu'on a déjà examiné ça en juin 2023 où on avait un tableau qui donnait le montant des aides sur tous les départements et qui montrait que tous recevaient plus ou moins la même somme. La seule différence avec les autres départements, c'est que ailleurs que chez nous, c'est la région qui distribue les aides. Donc ma question et ma critique, c'est de savoir pourquoi, spécifiquement dans le Loiret, on porte cette politique-là alors qu'ailleurs, elle est portée par la région. D'autant qu'on a un contexte budgétaire, on en parle depuis ce matin, qui est compliqué. Et puis, ça obéit aussi à une logique de simplification, savoir qui fait quoi. Vous le disiez ce matin, on doit tous tendre vers ça. Et puis, c'est d'ailleurs une des revendications des syndicats agricoles, la simplification, la réduction des normes et des contraintes. Donc, peut-être qu'on gagnerait à savoir à se répartir les compétences et à laisser à la région cette compétence-là. Quant à savoir si la région fait bien son travail, il y a eu des retards de paiement et la région fait porter la responsabilité à l'État, puisqu'il y a eu un transfert de compétences en 2023, notamment pour les dotations jeunes agriculteurs. Donc la région a fait son travail et elle a fait une avance sur les dotations que l'État aurait dû faire.
Peut-être qu'on aurait dû reprendre aussi la DJA, parce que comme ça, au moins, il n'y aurait pas eu de retard dans le paiement, peut-être, je ne sais pas. J'ai vu que les JA avaient manifesté il n'y a pas très longtemps dans l'hémicycle de la région. Oui, c'est un accord, c'est une convention entre la région et le département qui existe depuis déjà un certain nombre d'années. Donc là, la convention, elle court de 2023, si je me souviens bien, jusqu'à encore quelques années. Voilà, 2023-2027, donc jusqu'à la fin du mandat pratiquement. Voilà, je pense que c'est un accord entre région et département qui se passe plutôt bien. La région est très satisfaite du travail qui est mené par le département et nous, très satisfaits de pouvoir mener cette politique-là. Bon, voilà, et pour moi, il n'y a pas de quiproquo. Effectivement, à l'échelle de la région centre, il y a des départements qui ne portent plus cette politique-là et nous qui continuons de la porter. Bon. Et en plus, je ne sais pas, Jean-Luc, il n'y a pas de souci particulier dans les relations avec le monde agricole. Alors, on peut à chaque fois en reparler, Hugues, hein, on en a parlé en commission, on en a parlé en commission permanente, on va en reparler en session. C'est un choix. Voilà, c'est un choix politique aussi. Moi, je voudrais vraiment parler de 3 choses. Premièrement, tout à l'heure, j'ai entendu ce que vous disiez sur les compétences, et en disant les compétences, il faut qu'elles soient efficaces. À aujourd'hui, comment on peut dire que la compétence que l'on a avec l'accord de la région n'est pas efficace? Quand on voit 872 000 euros et avec ça 1 308 000 donnés aux agriculteurs, c'est efficace. Après, j'ai entendu tout à l'heure, oui, mais il faut défendre le côté social. À quel moment on peut dire que défendre les agriculteurs, ce n'est pas du social? Quand un éleveur se lève le matin et qu'il sait de toute façon qu'il perdra de l'argent, à quel moment on peut dire que c'est pas du social? C'est du social. Je ne vais pas revenir sur tout le truc en disant le nombre de suicides. Enfin, à un moment donné, notre compétence avec la région, c'est d'aider les agriculteurs, le monde agricole. J'entends la compétence économique, la région, etc. Et la région pourrait très bien le faire. Peut-être. C'est comme le train. Non, mais à un moment donné, moi, je préfère avoir en compétence avec la région une possibilité d'aider les agriculteurs plutôt que d'attendre que la région le fasse. En ce moment, on est en train de travailler. On entend tous le problème de Mercosur. Honnêtement. Sourd. Oui, mais moi, c'est sûr, parce que je suis français. Et ça, c'est pas sûr du tout. Et quand on entend le... Mais non, mais à un moment donné, il faut je voudrais insister un peu là-dessus quand même, et après j'arrête, Monsieur le Président. On est quand même sur un bloc économique et commercial sud-américain qui, à un moment donné, va avoir 90% de moins de taxes pour faire de l'exportation. À quel moment on peut accepter ça pour nos producteurs locaux? Voilà. Donc c'est tout. Je vais arrêter là, mais j'insiste lourdement sur le fait qu'il faut aider nos agriculteurs si on veut avoir un bien manger et aussi pour les sauver, quoi, parce qu'à un moment donné, ils vont pas tarder à mettre la clé sous la porte, quoi. Voilà. Merci. Bien, merci. Jean-Vincent Valliès. Oui, Président, cher Jean-Luc, personne n'a indiqué qu'il ne fallait pas aider les agriculteurs. Personne n'a indiqué ici qu'il ne fallait pas remettre en cause le Mercosur, avec certitude. Pour sûr, voilà. Pour autant, on peut, excusez-nous, dans une période tout à fait particulière budgétaire et de lisibilité des politiques publiques, s'interroger que dans notre région, nous soyons le seul département dans cette... Attendez, mais est-ce qu'on peut finir de parler quand même? Enfin, excusez-moi, mais... dans cette situation-là, on peut essayer d'y donner du sens, de la compréhension dans le moment singulier dans lequel on se trouve. C'est rien de plus. On en a parlé effectivement en commission avec Hugues et je rejoins son propos, on en avait parlé. C'est pas d'ailleurs pour autant qu'il faille le faire immédiatement, même s'il y a des engagements, Président, j'ai bien entendu. Mais est-ce qu'on peut poser raisonnablement la question de l'état
de nos budgets actuellement, on ne peut pas se plaindre en permanence que nos budgets soient serrés, etc., et ne pas éventuellement éclaircir les compétences des uns et des autres sur cette question-là. Alors, il y a une convention qui est signée, le président nous le dit, ça dure encore jusqu'en 2027, j'ai cru comprendre, c'est ça? Bon, mais au moins donnons-nous, les engagements sont pris, il n'est pas question de département remettre en cause son engagement. Voilà. Mais on peut quand même, dans le moment singulier dans lequel on se trouve, se poser la question et prendre le temps, du coup, d'y regarder, de fonctionner. Parce qu'on ne peut pas dire, à un moment exceptionnel, il faut des solutions exceptionnelles et rien vouloir changer. Parce que sinon, on se renvoie la balle et on change jamais rien et on fera des économies sur quoi au bout d'un moment? Là, il y a une clarté des compétences peut-être à avoir, de le faire tranquillement, simplement, et regarder comment les choses peuvent s'éclaircir. Voilà. Et donc, il n'est pas question qu'on remette en cause, nous, le soutien à nos agriculteurs, alors qu'il soit apporté par l'État, par le département, par la région, bien évidemment. On est pour. Mais s'il y a une clarté à avoir et des économies éventuellement à faire, faisons-le. Parce que si on dit on veut faire des économies et on ne change rien, au bout d'un moment, on ne sait pas comment ça va se passer. Hein. On retrouve la dynamique nationale dont on parlait ce matin. Donc là, on est nous au niveau local, regardons ce que nous pouvons faire. Voilà. Je crois que c'était le sens de la question d'Hugues et ce qu'on a évoqué déjà un peu en commission. Je ne suis pas sûr que nos amis élus de la majorité de la région soient prêts à reprendre la compétence. J'en suis pas sûr. Les difficultés de la région en termes financiers sont tout aussi prégnants que les nôtres. C'est vrai que alors après les compétences, elles ont toujours des contours un peu flous parfois. Je vous l'ai dit ce matin sur la compétence action économique. Moi, je considère que le département fait du développement économique lorsqu'on crée des routes, lorsqu'on aménage un giratoire dans une zone d'activité. On fait ce que la région ne fait pas. Là, parce que ça pourrait être à la région d'aménager, à la limite, d'être dans le développement économique à tous les niveaux. Lorsque dans le SRADET ou dans certains schémas régionaux, on voit le schéma des voies, des routes, qui pourraient être considérées comme d'intérêt régional, voire au-delà, la région n'apporte pas un centime sur les routes. Bon, voilà, ça aussi. Bon, à la limite, on pourrait, s'il fallait tout clarifier, ça serait peut-être un peu plus compliqué. En tout cas, là, c'est une compétence qu'on exerce depuis longtemps. Effectivement, comme l'a dit Jean-Luc Réglet, l'action est efficace. Elle est portée en proximité avec le département. On a la connaissance du territoire, la connaissance de chaque canton, de chaque commune, peut-être plus que la région, d'ailleurs, c'est à ce niveau-là, parce qu'on est vraiment, je dirais, confronté dans tous les cantons à chacune des communes et à quasiment chaque agriculteur. Donc voilà, et la région aujourd'hui, la convention est signée et ça leur convient très bien. Hein. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et ça se passe bien. Bon. Comment? Bah oui. Donc les agriculteurs nous sont reconnaissants de cette compétence à l'échelle départementale. Ils ont des conseillers départementaux sur leur territoire qui peuvent contacter, voire rencontrer régulièrement. Bien, est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce rapport D1? Non, je propose de le voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Une abstention? Deux abstentions? Deux abstentions, donc Hugues Rimbourg et Jean-Vincent Aliès. Merci. Rapport adopté, moins deux abstentions. Rapport D2. Merci, Monsieur le Président. Donc, le rapport D2 sera présenté par notre ami Jacques. Merci, Président, chers collègues. Donc, dans notre offre touristique globale, le Loiret au fil de l'eau s'articule autour de 3 valeurs fortes: l'authenticité, le ludique et l'interactif, et l'éco-responsabilité. Donc, cet appel à projet est ouvert aux collectivités locales, aux offices de tourisme, aux établissements publics et aux associations œuvrant dans le périmètre du Loiret au fil de l'eau. L'appel à projet a vocation à subventionner l'organisation d'une animation ou manifestation durant la saison touristique qui s'étend du 1er mai au 30 septembre 2025. Les manifestations ou animations devront se tenir à proximité ou sur une voie d'eau formant le Loiret au fil de l'eau afin d'inscrire la programmation dans la dimension fluvestre et fluviale du produit touristique. Les animations proposées devront traduire les valeurs du Loiret au fil de l'eau. Ces événements devront d'autre part présenter un caractère inédit, le but étant d'encourager le développement d'une offre nouvelle d'animation autour du Loiret au fil de l'eau ou de renforcer l'existant.
Le cahier des charges de l'appel à projet vous est présenté en annexe. Il vous est proposé d'allouer à cet appel à projet un budget identique à l'année 2024, soit 100 000 €, sous réserve du vote du budget, bien sûr, en 2025. Voilà, Président. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport des deux? Non, pas de questions. Je propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Rapport des trois. Le rapport des trois, c'est présenté par notre ami Thierry, spécialiste de l'eau. Merci, Monsieur le Président. Il est proposé donc à l'Assemblée délibérante de se prononcer sur les demandes d'aide qui entrent dans le cadre des dispositifs mis en œuvre au titre de la politique départementale destinée à valoriser les milieux aquatiques. Une première demande d'aide finançable au titre de la politique rivière en section de fonctionnement est donc retenu le syndicat mixte des bassins versants de la Bionne et du Sens pour un montant de subvention de 2 416 €. Après, enfin, une demande d'aide finançable au titre de la politique rivière en section d'investissement. Ce sont 5 syndicats pour 8 dossiers, pour un montant total de subvention de 97 452 €. Et enfin, une demande d'un syndicat pour une prolongation de délai de validité de la convention d'aide relative aux travaux de restauration du Sens de l'année 2022. Voilà, à noter que la commission s'est réunie le 7 novembre et a voté favorablement pour ces dossiers. Bien, c'est un rapport qui passe habituellement en commission permanente, mais là, il fallait le passer avant la fin de l'année, donc la raison pour laquelle vous l'avez en session. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport concernant les aides aux syndicats de rivière et à la communauté de communes aussi? Pas de questions. Je propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Merci, Monsieur le Président Riguet. Nous passons maintenant à la commission E avec la présidente Anne Gabory. Merci, Président. Nous allons commencer avec le rapport E1 qui concerne le rapport égalité hommes-femmes. Et comme à l'habitude, c'est Dominique Tripet qui va nous le présenter. Oui, merci. Tout d'abord et en préambule, je voulais m'excuser auprès des unes et des autres, puisque dans ce rapport, il va marquer pour ma part 2 thématiques et j'ai pas été assez vigilante. Je prends ma large part là-dedans. Madame Loiseau a pris sa retraite. Je n'ai pas été assez présente auprès de Madame Ducrion et je n'ai pas explicitement demandé à ce que ces 2 thèmes figurent dans le rapport. Donc il manque, mais pour le coup, c'est ma faute. Donc voilà, mais je voulais le dire, puisque au fur et à mesure, je vais l'évoquer lorsque je vais faire la présentation de ce rapport. Donc en préambule, la loi de 2014-873 du 4 août 2014 en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes consacre l'égalité comme une politique transversale visant à mettre fin aux inégalités et discriminations, ceci dans une approche intégrée visant à irriguer l'ensemble des politiques publiques. À compter de 2017, cette même loi sur l'égalité demande donc aux collectivités territoriales qu'elles doivent établir un rapport annuel relatif à cette égalité. Donc vous le verrez, je vous renvoie au rapport et à chaque fois au niveau des pages, il y a 2 parties. Il y a la partie qui concerne notre collectivité et une autre partie qui concerne ce que l'on fait à l'extérieur. Dans la première partie, vous allez voir que sans surprise, le visage de l'agent de notre collectivité est un visage toujours féminin, âgé de 46 ans et 7 mois, et que nos effectifs sont composés de 71% de femmes et 29% d'hommes. Je dois dire qu'au niveau de nos effectifs, nous sommes 10 points au-dessus de la moyenne nationale. La moyenne nationale est autour de 61% et nous sommes à 71% de représentation des femmes. Au niveau des tranches d'âge, nous avons toujours moins de 10% d'agents de moins de 30 ans. Là, on est largement en dessous des pourcentages nationaux qui sont aux alentours de 10%. Nous, on est à peine à 7%, c'est encore régressé. 46% de 30-49 ans, 46% de plus de 50 ans, avec là une large représentation des femmes, et puis toujours au-dessus, une représentation féminine pour les plus de 60 ans.
vous verrez page 8, puisque vous verrez qu'il y a des endroits où c'est surligné sur votre rapport, on constate une surreprésentation des catégories A, une surreprésentation féminine dans les catégories A. Et je le répète comme l'année dernière, ce qui est tout à fait à relativiser sur l'encadrement supérieur, puisque aucune femme n'y est représentée. C'est pas juste le département, c'est comme ça dans pratiquement toutes les collectivités. C'est-à-dire qu'on dit que les femmes, effectivement, rattrapent, on les retrouve en catégorie A, oui, mais pas aux mêmes fonctions. Et vous verrez qu'au niveau des salaires, ça se voit. Bah oui, il faut quand même le dire, quoi. Faut pas être... Page 9, vous verrez que les filières sont toujours très genrées, très féminisées dans l'ensemble et qui comportent des filières administratives, médicales et médico-sociales où les femmes sont le plus largement représentées. Les métiers à tendance féminine, vous le verrez, ont du mal à se masculiniser, tandis que les hommes étant présents sur 44 des 88 métiers qui figurent dans la nomenclature. Par contre, les métiers à tendance masculine se féminisent progressivement et on retrouve des femmes dans chacun des métiers référencés. Je vous renvoie donc aux différentes pages et vous verrez les tableaux. Ils sont très clairs, très bien faits. J'en remercie d'ailleurs Madame Dugrillon. Page 11. Sur le secteur technique, puisque à chaque fois on parle du secteur technique, vous verrez que l'équilibre numérique n'est pas noté, mais sont également relevés les arrivées de 6 ingénieurs, et malheureusement 6 ingénieurs hommes, pas une seule femme au niveau des ingénieurs, alors que malheureusement, et vous le verrez par la suite, nous avons toutes les capacités, 34% de femmes ressortent avec des diplômes supérieurs, contre 26% pour les hommes, et pourtant, quand nous recrutons, ce sont majoritairement des hommes. Alors à cela, plusieurs hypothèses, dont une, les femmes défendent moins bien leurs dossiers. C'est vu un petit peu partout. Elles ne savent pas mettre en valeur leurs compétences, leurs acquis, etc. Elles lâchent beaucoup plus facilement que les hommes, et c'est exactement la même chose pour négocier au niveau des salaires. Et on le verra après dans ces grilles de salaire, justement. Page 14, vous verrez, tout est surligné en jaune sur différentes explications. Je ne vais pas m'y étendre parce que je pense qu'autrement on va y passer beaucoup plus de temps, et je pense que c'est parce que nous avons envie les uns et les autres. Concernant le temps et l'organisation du travail, on voit que malheureusement, c'est toujours ça repose majoritairement sur les femmes, et que majoritairement ce sont elles qui demandent du télétravail pour pouvoir organiser la vie professionnelle et la vie personnelle. Bon, il y a des améliorations qui se font au fur et à mesure, mais malgré tout, ça repose encore sur les femmes. Ce sont majoritairement des femmes qui ont sollicité une autorisation de télétravail. Ce sont 45,6% des agents femmes de la collectivité qui télétravaillent contre 21,4% d'agents hommes. 64% des femmes de la collectivité qui ont une autorisation de télétravail pour les catégories A et B, et on observe une très légère augmentation du nombre d'agents hommes ayant demandé à bénéficier du télétravail au cours de l'année 2023. Le frein objectif au télétravail dans le secteur technique est numériquement notable chez les hommes, mais aussi chez les agents femmes. Voilà pour ceci. Si on passe page 18... alors là, sur les avancements et promotions, je vais en parler un petit mot parce que quand même, on a une mauvaise note au niveau RSU, vous le verrez. On a 4 sur 25 au niveau de cette note-là, parce que les avancements au choix ne sont pas paritaires. Et normalement, oui, c'est l'antériorité, l'ancienneté dans la fonction qui fait l'avancement. Comme nous sommes une collectivité qui employons plus de femmes, il est normal que plus de femmes puissent bénéficier d'avancement. Et pour le coup, on le paye dans la note RSU. Nous ne sommes pas la seule collectivité à avoir fait remonter ceci, parce que pour le coup, employer des femmes voudrait dire que là, il faudrait que sur le nombre d'hommes qui sont là, il y a une parité dans l'avancement. C'est pas possible. Il y a plus de femmes qui sont là depuis plus longtemps, et c'est vraiment pas possible. Et la loi
et la loi, mais n'empêche que là, c'est un point d'achoppement. J'aimerais qu'on jette un petit coup d'œil aux rémunérations, si vous le voulez bien, page 19, et vous verrez que majoritairement, ce sont les hommes qui gagnent plus que les femmes sur une même fonction. Et il y en a une en particulier sur un seul poste. Alors, on s'est demandé avec Madame Dugrillon les raisons pour lesquelles. C'est dans la filière médico-sociale, où là, ce sont majoritairement des femmes, et il y a un poste où la rémunération est le double d'une rémunération des femmes. On n'a pas compris. Un seul poste. En catégorie A, 91 308 euros pour l'année contre 47 706 euros pour une femme de l'autre côté. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais là, j'en reviens surtout aux négociations, où peut-être c'est... Enfin, on aimerait comprendre, mais ça nous a quand même un peu stupéfiés, parce que le double du salaire d'une femme, pour moi, pour ma part, je ne comprends pas trop. J'aimerais avoir quelques explications. Alors, autrement, au niveau des écarts, les écarts catégorie A, filière administrative, majoritairement, ce sont les hommes qui ont les salaires les plus élevés. Catégorie A, B et C, filière technique, des hommes aussi. Catégorie A, B, filière culturelle, les hommes aussi. Et pourtant, il y a plus de femmes côté filière culturelle. Catégorie A, filière sociale, des hommes aussi. Catégorie A, filière médico-sociale, là, par contre, ce sont les femmes. Il n'y a que cette catégorie-là où les femmes sont mieux rémunérées que les hommes. J'en viens toujours à vous remettre ceci en avant. Négociation des salaires, négociation du poste, et je pense qu'on a des progrès à faire. Je vous renvoie donc, pour donc tout ce qui concerne la collectivité, au rapport. Pour la suite, ce qui est à l'extérieur, et c'est là où je fais mon gros mea culpa, et vraiment je regrette parce qu'il y a plein de données qui sont tout à fait justes sur ce que fait le département, sur les enjeux de santé, sur la prévention des violences, sur le fait qu'effectivement il peut y avoir un bus France Service qui permet à nombre de personnes, donc majoritairement des femmes, de venir pour connaître leurs droits ou les faire en sorte qu'elles y aient accès. Je regrette qu'il y ait un gros manque, et ce grand manque, je vous le dis, c'est la présence du planning familial. Il n'y a rien sur le planning familial dans ce rapport. C'est une grosse bévue, je m'en veux énormément, parce qu'on connaît l'implication du planning familial, on sait combien le département contribue au fonctionnement du planning familial, on sait son implication auprès des jeunes, filles majoritairement, mais aussi garçons, pour l'accès effectivement à la contraception, contre les discriminations, pour l'égalité femmes-hommes, etc. Et je regrette vraiment qu'elle ne soit pas là. Quand je parle des égalités de santé, égalité au niveau de la santé, c'est pour la santé de toutes les femmes, des très jeunes femmes comme des femmes plus âgées, puisqu'on est en manque de gynécologues, et des femmes qui devraient pouvoir consulter à l'extérieur, consultent auprès du planning familial. C'est une bonne chose, hein. Je vais vous dire, on est très bien accueillis là-bas, c'est pas ça, sauf que le planning familial se retrouve avec des fonctions multiples et peut-être n'est pas reconnu à sa juste valeur à ce niveau-là. Concernant les violences, alors il y a toute une symbolique, il y a le violentomètre, il y a les symboliques culture, 58, comme je voulais le dire, 58 collèges publics, et sur ces 58 collèges publics, seuls 5 portent des noms de femmes, dont le collège Jeanne d'Arc. Je ne suis pas plus étonnée que ça, puisque lorsque je siégeais lors de mon premier mandat en tant que conseillère municipale, j'avais interpellé la ville d'Orléans, parce que sur 845 noms de rues, allées, etc., il y avait que 33 noms de femmes, et sur ces 33 noms de femmes, il y avait la rue Sainte-Catherine, la rue Notre-Dame de Recouvrance, enfin toutes les saintes, etc., et il ne restait que 13 noms de femmes. Et j'avais demandé s'il y avait un microclimat qui faisait que les grands hommes se reproduisaient ensemble et pouvaient faire qu'il y ait autant de noms de rues, d'allées ou de monuments qui les citaient. C'est important, là je plaisante, mais c'est important parce que comment voulez-vous parler d'égalité, notamment au niveau des plus jeunes, quand sur le nom de leur collège s'affichent majoritairement des noms d'hommes et pas de femmes, et même si certains font beaucoup de recherches, et je voulais parler du collège Pelletier où les élèves ont fait une grande recherche, et vraiment c'est bien, puisque maintenant il y a le nom et du mari et de la femme au niveau de la résistance, et vraiment je trouve ça bien. Ils ont fait des recherches. Je voulais encore le signaler, quoi. On a fait une stèle
pour mettre en avant les résistantes. Elles n'avaient pas le droit de vote, mais quand même, elles étaient impliquées et elles risquaient leur vie. Elles ont risqué leur vie pour que notre pays puisse être libre à ce moment-là. Des femmes risquent encore leur vie dans nombre de pays, et même dans le nôtre, des fois, pour prendre position et pour pouvoir faire en sorte que d'autres puissent s'exprimer. Vous verrez donc dans ces pages tout ce qui peut être fait au niveau de la culture, des arts, etc. Le département y prend sa part, mais comme nous sommes à quelques encablures du 25 novembre, permettez-moi quand même de saisir cette opportunité pour vous parler des violences faites aux femmes, mais également aux enfants, parce que nous le savons, nous voyons exactement ce qui se passe. Un enfant sur 5, meurt tous les 5 jours dans notre pays, sous les coups de leurs parents, que ce soit leur mère ou leur père. Et je trouve que l'infanticide est un angle mort dans les violences, dans la prévention des violences. Nous n'en parlons pas assez souvent. On parle trop souvent, comme on parlait il y a quelques années des femmes qui mouraient sous les coups de leurs compagnons, de faits divers. Ce ne sont pas des faits divers, ce sont des faits réels et qui doivent être pris en compte. Et on doit absolument, nous, en tant que département, pouvoir le dire et le dénoncer. Nous faisons beaucoup. Je sais combien la maison de l'enfance est un taux d'occupation absolument insupportable et qu'il n'y a pas assez de personnes, etc., pour s'occuper des enfants. Mais quand même, voilà, là est vraiment un angle mort et un point sur lequel on devrait pouvoir faire remonter avec d'autres départements, parce que ce que nous vivons dans notre département, les autres le vivent aussi. Donc c'est vraiment une politique nationale qui n'est pas mise en œuvre pour protéger les enfants. Je voulais dire aussi sur ces infanticides que la part est quasi égale, malheureusement, sur le nombre de femmes qui tuent leurs enfants ou le nombre d'hommes qui tuent les enfants. Pas pour les mêmes raisons. Pour les femmes, c'est essentiellement des néonaticides, mais il y a aussi des femmes qui ont des pathologies. Et je pense que notre société fait en sorte qu'on délègue aux femmes le rôle de santé, le rôle de soins. On leur dit que si les enfants grandissent, ce n'est que grâce à elles. Et quand une femme a une lourde pathologie, on se retrouve avec une femme qui, avant de se suicider, tue ses enfants, croyant les emmener avec elle et les protéger. Et je trouve ça vraiment terrible. Autant je trouve terrible la domination masculine et autres, autant je trouve terrible qu'on mette des rôles autant pour les hommes que pour les femmes qui conduisent à ça. Pour les hommes, on voit malheureusement des violences vicariantes, c'est-à-dire des violences qui font que les hommes tuent les femmes, tuent les enfants pour faire du mal à la femme qui les a quittés ou qui ne veut pas vivre sous leur joug. Voilà où on en est de ce côté-là. Et puis pour les violences faites aux femmes et les féminicides, au 6 décembre dernier, on en était à 128 féminicides depuis le début de l'année. Vous le savez, Madame la Préfète, on en avait échangé avec elle. Ce sont des violences qui augmentent de 10%, quasiment chaque année maintenant. Donc plus de 70 enfants morts depuis le début de l'année. Je voulais aussi parler de l'inceste. Je voulais remercier aussi... malheureusement, il est parti, notre sénateur que j'avais interpellé l'année dernière, puisqu'il était question que la Civise passe à la trappe. Et je lui avais dit mon inquiétude à ce niveau-là. Il a été l'un de ceux qui a fait, avec d'autres bien évidemment, que cette Civise puisse continuer à travailler. L'inceste, c'est quand même, je voulais vous le dire, 160 000 victimes par an. Dans les classes, c'est 3 enfants par classe qui sont victimes d'inceste, autant des garçons que des filles. Et souvent, on pense aux filles, mais les garçons sont beaucoup représentés. Je pense à une quasi, là malheureusement, égalité dans le pire. 5 millions de Français et Françaises ont été victimes dans leur enfance de violences et de violences sexuelles. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, qu'on ne le dit pas, et que ça aussi, ça passe sous le tapis. Et Monsieur le Président, dans vos propos liminaires, vous avez parlé qu'on pouvait rayonner au niveau de la France, qu'on avait rayonné au niveau des JO, qu'on rayonnait toujours avec Notre-Dame de Paris, et que malheureusement, très grand malheureusement, nous rayonnons aussi. Et ce 25 novembre, il y avait un portrait qui s'affichait dans nombre de médias et de médias internationaux. Et c'était celui de Gisèle Pellicot avec le procès de Mazan. Et je veux dire, on se passerait bien d'avoir ce genre de rayonnement, mais c'est dire combien, dans notre pays, nous sommes dans un déni encore total de ce qui se passe, parce que le cas de Gisèle Pellicot, malheureusement, n'est pas un cas isolé, même si le sien est particulier et emblématique. Ça a permis de révéler dans les agresseurs, certains qui ont fait la même chose à leur compagne ou à leur femme. Donc je voulais vous le dire, c'est important.
On ne peut pas continuer comme ça. Je sais que le département prend sa part, mais malheureusement, ça augmente chaque année, ce qui veut dire que l'État, le département, toutes les communes, toutes les collectivités doivent prendre leur part et continuer. Et vu la situation sociale, je ne suis pas sûre que ça régresse. Voilà. Je vous renvoie à ce rapport qui est bien fait, malgré les deux manques qu'il y a. Et le dernier manque, parce que quand même j'allais moi aussi le passer à la trappe, j'avais demandé l'année passée qu'il y ait un compte-rendu sur le RSA. Donc cette année, il y a un petit peu moins de personnes au RSA. Il y en a 14 000 et quelques contre 16 000 l'année auparavant. Par contre, les chiffres n'ont pas changé. S'il y a quasi-égalité entre le nombre de RSistes, toujours 33% des RSI sont des femmes seules avec enfants, contre 3% pour les hommes, et que si 34% d'hommes seuls bénéficient du RSA, la moitié, donc 17%, sont des femmes seules. Donc vous voyez, les inégalités vont jusque-là. J'aurais aimé avoir un retour d'expérience sur l'opération Montargoise. Je n'arrive pas à l'avoir, Monsieur le Président. Si vous pouviez nous en faire un retour lors d'une prochaine session, ce serait bien pour les uns et les autres. Merci. Merci. Quel plaidoyer. C'est vrai qu'à partir du rapport 1, vous avez... C'est bien, mais vous êtes passionné. C'est ça qui est admirable. Et vous nous faites partager toutes ces problématiques que l'on connaît plus ou moins, je dirais, d'une façon plus ou moins éloignée. C'est-à-dire que vous avez bien retranscrit tout votre sentiment et toutes ces informations. Merci, merci à vous. Sur le RSA sur Montargois, je pense que oui, on aura une restitution. Peut-être quand on aura un an de retour, peut-être au mois de juin l'année prochaine, 2025. Sur le reste, effectivement, je ne sais pas s'il y a un microclimat sur le Pithiviers, mais il y a 2 collèges, 2 femmes qui donnent leur nom, Simone Veil et Marie Jackson. Donc après, c'est vrai que Alice Pelletier qui est entrée dans les noms de collège. Ensuite, il y a Geneviève Antonios de Gaulle, et puis après je recherchais, mais effectivement ils sont pas très nombreuses. Après il y a des noms de collèges qui sont comme le Pré des Rois, la Ferté, et puis bien d'autres où il n'y a pas la Sologne. Bon, peut-être qu'on pourrait aussi regarder tous ces noms de collèges et puis peut-être corriger un peu le tir, je dirais, en proposant des noms de femmes sur des collèges qui n'ont pas de nom de personnages. Bon, c'est un rapport pour information. Et s'il y a des commentaires, n'hésitez pas. Oui, Marie-Agnès Courroy. Juste vous dire que le sujet d'Alice Pelletier, j'étais à une conférence autrefois sur les réseaux de résistance. Il y a des personnes que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas vraiment d'Orléans, qui m'ont demandé comment on avait pu mettre ce nom d'Alice Pelletier. Et ils étaient vraiment impressionnés parce que c'était parti des enfants, c'était parti des profs. Et surtout, le département avait réagi très, très vite. Et je pense qu'au niveau de la culture et de l'histoire, c'est une belle image qu'on a donnée. Donc, je voulais vous remercier. Merci. Voilà, pour ça. Merci, effectivement. On a eu aussi une belle petite cérémonie pour le baptême du collège Alice et Jean Pelletier. Effectivement, avec des enfants qui ont expliqué aussi quand il y a eu une exposition. Enfin, il y a eu un très beau travail de fait. Et moi, je remercie aussi l'Éducation nationale et en particulier le corps enseignant et les enfants d'Alice et Jean Pelletier. Bien, merci. Je propose de passer au rapport E2. Alors, le rapport E2 est un rapport pour information que Corinne Melzassar va nous présenter, qui concerne le rapport social unique. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, mes chers collègues, voici le rapport social unique RSU dont on parlait justement sur les chiffres basés 2023. Il s'agit d'un bilan social qui fait un état des lieux donc de l'état de la collectivité. Ce bilan social RSU a été mis en place au 1er janvier 2021. Les données sont renseignées dans une base de données sociale via un portail numérique dédié. Et pour pouvoir faire accepter ce RSU, il doit être présenté au comité social territorial CST, puis à l'Assemblée délibérante avec l'avis émis par le CST, et enfin publié sur le site internet du département du Loiret
au plus tard le 31 décembre 2024, conformément aux dispositions en vigueur. Donc, le comité social territorial, lors de sa séance du 7 octobre 2024, a émis un avis favorable à l'unanimité. Donc, je vais vous faire une synthèse de ce rapport social unique que j'ai fait un peu plus court, je pense, avec mes souvenirs de prof, car voilà, c'était difficile de faire une synthèse de tous ces camemberts, de tous ces chiffres. Donc, j'espère ne pas avoir fait de bêtises. J'en fais appel à votre indulgence. Alors, rapport social unique 2023. Au niveau des effectifs, nous avions 2440 agents employés par la collectivité au 31 décembre 2023. Au niveau des agents, la filière et le statut, il s'agit principalement des agents techniques avec CAC qui représente 47%. La répartition des agents par catégorie représente 53% de la catégorie C. Les principaux cadres d'emploi, ce sont des agents techniques des établissements d'enseignement à hauteur de 25%. Et la répartition par genre et par statut, on vient de le dire, il s'agit principalement de femmes. Le temps de travail des agents permanents, ce sont principalement des temps pleins, avec en 2023 781 agents bénéficiant d'une autorisation de télétravail. En ce qui concerne la pyramide des âges, donc l'âge moyen des agents non permanents contractuels, 46,68 ans. Sinon, l'âge moyen des agents permanents, fonctionnaires autour de 49 ans et contractuels permanents autour de 40 ans. Au niveau de la pyramide des âges des agents sur emploi permanent, il s'agit principalement de femmes de 30 à 49 ans. C'est ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure. L'équivalent temps plein rémunéré, il y a eu 4 347 434 heures travaillées rémunérées en 2023. Au niveau des mouvements, en 2023, il y a eu 356 arrivées d'agents permanents et 297 départs. C'est souvent des fins de contrat et tout de suite derrière, ce sont bien sûr des arrivées contractuelles. En ce qui concerne l'évolution professionnelle, il y a eu en 2023 663 avancements d'échelon et 130 avancements de grade. En ce qui concerne les sanctions disciplinaires, il y a eu 7 sanctions disciplinaires prononcées en 2023. Et les principaux motifs des sanctions prononcées, il s'agit de la qualité de service, manquement aux suggestions du service, négligence, désobéissance hiérarchique, absence irrégulière, abandon de poste. C'est le chiffre le plus important, pourcentage le plus important, soit 57%. En ce qui concerne budget et rémunération, les charges de personnel représentent 21% des dépenses de fonctionnement. Au niveau du budget de fonctionnement, il était donc de 603 512 379, charges de personnel 125 279 435. Ensuite, au niveau des absences, en moyenne, il y a eu 20,3 jours d'absence pour tout motif médical en 2023 par fonctionnaire, ce qui fait en moyenne 7,9 jours d'absence pour tout motif médical en 2023 par agent contractuel permanent, cette fois-ci. 32,5% des agents permanents ayant été absents ont eu au moins une journée de carence prélevée. En ce qui concerne les accidents de travail, nous sommes à 97 accidents de travail déclarés au total en 2023. En ce qui concerne le handicap, un taux d'emploi des travailleurs en situation de handicap, il est de 7,46%, sachant que le seuil légal est de 6%. En ce qui concerne la prévention et risques professionnels, la collectivité a effectué des dépenses en faveur de la prévention, de la sécurité et de l'amélioration des conditions de travail, avec des dépenses au total de 230 064 €. En ce qui concerne la formation, le nombre moyen de jours de formation par agent permanent est de 2,6 jours par agent. Alors, ça fait en 2023, 74,9% des agents permanents ont suivi une formation d'au moins un jour, et ce qui équivaut à 5 247 jours de formation suivis par les agents sur emploi permanent en 2023. Il y a eu 1 134 409 € qui ont été consacrés à la formation en 2023. En ce qui concerne l'action sociale et protection sociale complémentaire, la collectivité participe au contrat de prévoyance avec un montant annuel global des participations à 95 164 € et un montant annuel moyen par bénéficiaire de 153 €.
tous ces calculs, vous retrouvez sur la dernière page les formules de calcul. Je vous laisse les apprécier pour pouvoir retrouver les chiffres énoncés. Et donc, Monsieur le Président, je vous demande de prendre acte du rapport social unique 2023 et de l'avis émis par le CST sur le rapport social unique 2023. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? C'est un rapport pour information, où tout est bien décrit, comme l'a fait Madame la rapporteure. Très bien, avec une certaine concision. Pas de questions. C'est vrai que les deux rapports sont un petit peu imbriqués, on retrouve un peu des données similaires, mais c'est présenté différemment. Pas de questions? Écoutez, merci. Donc vous avez pris acte de ce rapport social unique. Rapport E3. Alors le rapport E3 concerne le tableau des effectifs et c'est Marie-Laure Baudouin qui va nous le présenter. Président, chers collègues, effectivement c'est un rapport qui va être très court. Le présent rapport a pour objet la modification des tableaux des effectifs en postes pourvus et en postes vacants du 5 septembre 2024. La commission Emploi, Économie, Ressources humaines, Solidarité du territorial du 8 novembre a émis un avis favorable. La présentation du dossier. Ce rapport vous présente le tableau des effectifs au 5 septembre 2024 en postes pourvus et le tableau des effectifs au 5 septembre 2024 en postes vacants au département émanant de décisions de l'administration et ou qui ont été soumis à l'avis du comité technique. Décision proposée d'adopter le tableau des effectifs au 5 septembre 2024 en postes pourvus tel que joint en annexe 1 et au présent rapport, d'adopter le tableau des effectifs du 5 septembre 2024 en postes vacants tel que joint en annexe 2 au présent rapport. J'ai l'honneur de vous soumettre le présent rapport en délibération. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport habituel, tous les Vous avez tous le les ans? tableau, oui, j'ai oublié de vous dire, vous aviez le tableau pour... il y en a un qui est très très petit, j'ai du mal à voir. Ouais, non, on te dispense de lire toutes les lignes du tableau. Des questions pour ce rapport? Non. Je propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Rapport E4. Alors le rapport E4 va nous être présenté par Hugues Saury. Il concerne le changement de nom de la commune de Saint-Florent. Un rapport essentiel, en tout cas pour Saint-Florent, Monsieur le Président. Depuis le XIIe siècle, Saint-Florent s'appelle Saint-Florent-le-Jeune, mais dans le milieu des années 90, la Poste a remarqué que la commune n'était pas enregistrée telle qu'elle et a demandé et obtenu que celle-ci se débaptise d'une certaine façon et abandonne le qualificatif de Le Jeune. Saint-Florent-le-Jeune est devenu donc en 1995 Saint-Florent. Aujourd'hui, toujours pour des raisons postales, notamment, les élus de la commune constatent que cela pose de nombreux problèmes, puisque des Saint-Florent en France, comme d'autres communes, d'ailleurs les Saint-Hilaire, etc., sont nombreuses, ce qui pose un certain nombre de difficultés. Et les élus de la commune de Saint-Florent souhaitent ardemment retrouver leur nom historique, qui est Saint-Florent-le-Jeune. C'est la question qu'ils nous posent aujourd'hui, et il est demandé au conseil départemental de se prononcer sur donc ce changement de gentilé de nom pour la commune. Bien. Nous sommes obligés de le passer. Il faut l'avis du département. Bien. Ben oui, il faut que le département se prononce. Nous avons eu, il n'y a pas très longtemps, à nous prononcer sur Courcelles-le-Roi. Je pense que je ne sais pas si vous vous souvenez, Courcelles, qui était devenu Courcelles-le-Roi, qui devait être Courcelles-le-Roi à une époque, qui était resté ensuite Courcelles et est redevenu Courcelles-le-Roi. Ah, oui, Hugues-Saury. Non, effectivement, il y a eu Courcelles devenu Courcelles-le-Roi. Peut-être qu'un jour nous aurons Corbeil qui deviendra Corbeil-en-Gâtinais. Voilà, il y a un certain nombre de demandes comme ça des élus de différentes communes du département. Bien, je vous dirai pas comment on disait ACU, parce qu'il y avait aussi une association d'un terme aussi à ACU, qu'on a supprimé. Bien, est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport E4? Pas de questions. Comment? On va créer une commission, si vous voulez. Bon, allez, je vous propose de voter sur Saint-Florent-le-Jeune.
Allez. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Belle unanimité sur ce rapport E4 pour la commune de Saint-Florent-le-Jeune. Merci. Rapport E5. Alors, rapport E5, il s'agit de demandes de subventions qui nous sont faites par des structures dans le cadre de l'expérimentation du RSA sur le Montargois. Vous savez qu'il faut des heures d'accompagnement, environ 15 heures hebdomadaires pour les bénéficiaires du RSA, et qu'il y a des opérateurs sur le Montargois, mais il n'y en a pas assez pour répondre aux demandes. Or, nous avons sollicité auprès des opérateurs des projets pour pouvoir accompagner nos BRSA, et je vais vous présenter plusieurs structures donc, qui nous demandent une aide financière, sachant que ces aides sont totalement prises en charge par les fonds de l'État. Donc, en premier lieu, l'Alpège, vous avez la fiche dans votre dossier, qui nous sollicite pour 6 643 €. Donc pour des suivis d'ateliers, vous avez les thématiques. Il y a beaucoup de choses qui sont la confiance en soi, la sensibilisation aux gestes qui sauvent, les relations conflictuelles, les habitudes de vie saine, etc., etc. Donc il y a 12 mois de suivi pour 6 personnes pour une somme de 6 643 €. Ensuite, il y a la pagaie. Dans le Gâtinais, bien sûr, des ateliers collectifs également pour 6 300 €. Et ensuite, il y a le C2B CRIA pour 7 606 €. Donc là, vous avez aussi tout le détail de ces ateliers. C'est vraiment plus particulier. C'est pour les accès aux droits, à la parentalité, à la formation, à l'emploi, à la qualification. Il y a Espace pour une somme de 19 304 €. Donc là, vous avez tout ce qui est santé pour se remobiliser. Nous avons plusieurs ateliers, 3 ateliers, donc pour ce montant total de 19 304 €. Et vous avez le détail des ateliers. Il y a Fratercité également pour 5 266 €. C'est pareil. Vous avez des ateliers pour la découverte des institutions du territoire, la socio-coiffure, les ateliers sur l'exploitation de son potentiel et de son épanouissement personnel, etc., etc. Vous avez 1000 cycles pour 5 740 €. Donc, ça, c'est à Chalette et à Montargis. Et vous avez les tanneries, donc dans un projet plus culturel et artistique pour une somme de 2 800 €. Voilà, Monsieur le Président, l'ensemble des structures qui nous sollicitent donc, pour les aider à accompagner nos BRSA, et tous ces montants étant compensés à 100% par l'État. Voilà. Très bien. Je retiens les tanneries. C'est la première fois qu'on le voit, les tanneries dans cette démarche, mais ça me paraît intéressant de confronter les bénéficiaires du RSA à l'art contemporain. Je pense que là aussi, c'est une belle ouverture, et merci à la ville d'Amilly de se lancer dans cette opération. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce rapport E5? Des questions, des remarques avant de voter? Non, je pense que ça va être une belle action. Je propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Merci, Madame la Présidente. Nous passons maintenant au rapport F, avec le rapport F1 et la Présidente Laurence Bédé. Merci, Monsieur le Président. Le rapport F1 concernant la désertification médicale, c'est Lynne Fleury qui va le présenter. Merci. Donc, le présent rapport a pour objet de vous présenter les demandes de subvention de 5 professionnels de santé dans le cadre de l'aide départementale à la primo-installation, des médecins et des professionnels de santé, 22 demandes de bourses d'études et de projets professionnels et 7 bourses Université de Zagreb, convention avec la ville d'Orléans. Ce projet a donc été présenté à la commission le 4 novembre dernier et a eu un avis favorable. Je vous rappelle rapidement le contexte. Le département du Loiret a adopté le plan priorité santé 2023-2027 qui vise à fournir des soins de qualité et accessibles aux habitants du Loiret. Pour les professionnels de santé, le département offre des aides financières aux spécialités en tension ainsi que des bonifications pour ceux qui sont
qui sont ou souhaitent devenir maîtres de stage. Le département souhaite également attirer plus d'étudiants en offrant des indemnités de bourse pour les aider à s'installer dans le département, en particulier dans les secteurs les plus défavorisés. Enfin, concernant l'axe attractivité des territoires, le département a souhaité mettre en place un guichet unique d'attractivité des territoires, Cap Loire et Santé, axé sur l'attractivité des territoires et le bien-être des étudiants en santé et des professionnels de santé. Je vais directement aller à ce qui a été décidé, donc les décisions proposées, puisque vous avez plein de petites choses qui sont, enfin ce ne sont pas des petites choses, ce sont tout le détail de ce que je vais vous dire. Alors, les décisions proposées sont d'attribuer une subvention d'un montant plafonné au prorata des dépenses réelles exigibles pour l'achat de matériel professionnel au bénéfice des professionnels de santé figurant dans le tableau ci-dessous. Bon, je vous les cite, il y a donc un kinésithérapeute, sage-femme, ophtalmologiste, médecin généraliste, ophtalmologiste. En face de chacun, vous avez les sommes qui sont concernés. Ensuite, imputer la dépense au titre de l'aide à l'installation sur les chapitres concernés au budget départemental 2024, par dérogation du budget au règlement budgétaire et financier, RBF, le versement de l'aide se fera en une fois à la signature de la convention. Et ensuite, d'attribuer une indemnité d'études pour l'année 2024 au bénéfice des étudiants en médecine figurant dans le tableau ci-dessous au titre de l'aide départementale de bourse d'études et de projets professionnels. Donc là, je ne vais pas vous les citer parce qu'il y en a 22. À chaque fois, vous avez donc le montant qui est indiqué. C'est bien maintenant. Imputer la dépense également au titre de l'aide des bourses d'études et de projets professionnels sur les chapitres concernés, donc budget bien sûr départemental 2024. Le versement, comme tout à l'heure, se fait qu'avec des pièces justificatives pour la durée des études. Autoriser, bien sûr, notre président à signer les conventions correspondantes sur la base des conventions types approuvées par la commission permanente du 15 février dernier, donc 2024. Attribuer une indemnité d'études pour 2024-25 au bénéfice des étudiants en médecine figurant dans le tableau encore ci-dessous, au titre de la convention de partenariat avec la ville d'Orléans, Université de Zagreb, dans le cadre de l'aide départementale. La même chose, vous avez un petit tableau qui récapitule tout, avec les montants, et d'imputer bien sûr la dépense au titre de l'aide de bourse d'études et de projets professionnels sur les chapitres concernés au budget départemental 2024. Le versement se fera annuellement sur présentation des pièces justificatives pour la durée des études. Voilà, Président. Très bien, merci. On voit quand même beaucoup de dossiers de demandes de bourse. Je pense que ça, c'est important. La relève est là. Étudiants en France, en Roumanie ou à Zagreb. Et puis, l'installation de médecins ou en tout cas de professions paramédicales sont bien là aussi. Je pense que cette politique fonctionne bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Oui, Hugues Rimbourg. Merci. Une question concernant les étudiants de Zagreb là, qui vont arriver à la fin de leur 3e année. Ils vont passer dans un cycle avec plus de stages et c'est souvent le facteur limitant pour les accueillir. Je sais que la question a été posée en conseil municipal sur ce qui allait se passer pour eux l'année prochaine. Il a été fait réponse qu'ils allaient être réintégrés à un dispositif français, une université, que ce soit Orléans, Tours ou une autre, et que c'était de droit. Alors la réalité, c'est que c'est pas une réintégration de droit. Il y a un dispositif qui s'appelle Passerelle, mais qui est très contingenté. C'est un concours, il y a un certain nombre de places, et qui est réduit. Et il y a une demande assez forte, parce qu'il n'y a pas que Zagreb, il y a d'autres facs qui accueillent des étudiants qui, à un moment de leurs études, veulent revenir en France. Et ce contingentement, il est lié toujours au même problème, c'est qu'il faut des encadrants de stage, et c'est difficile à trouver pour les structures d'accueil hospitalières. Donc je voulais savoir quel était leur devenir à la fin de cette année. Est-ce qu'il va leur être proposé des stages sur place à l'Université de Zagreb, ou est-ce que on ne sait pas très bien ce qu'ils vont devenir, et qu'ils vont, par un moyen qui reste à définir, devoir être rapatriés en France? Pour moi, l'idée, c'est qu'ils fassent leur stage prioritairement en France.
et dans le département. Ça devrait être la priorité. Mais là, honnêtement, je n'ai pas la réponse précise sur le sujet. Je ne sais pas si dans les services, ils ont la réponse. Monsieur le Président, juste un mot là-dessus, parce qu'on l'a évoqué en conseil municipal, et pour avoir rencontré l'université de Tours et d'Orléans sur le sujet, aujourd'hui, ils n'ont aucune perspective d'être pris en stage sur notre territoire. Et qu'aujourd'hui, la seule perspective, c'est qu'ils fassent leur stage à Zagreb. Et donc aujourd'hui, c'est ça le questionnement, et c'est pour ça que le maire d'Orléans s'inquiète de l'avenir de cette formation. C'est qu'aujourd'hui, on nous avait promis que, y compris dans leur formation, ça allait être une valeur ajoutée sur notre territoire, et qu'aujourd'hui, en fait, on paye. Alors peut-être qu'en effet, il y a un engagement pour après la fin de la formation, mais pour venir renforcer et apprendre dans les services et dans les différents établissements de santé, à date, alors ça peut-être ça bougera, hein, mais à date, ce n'est pas le cas. Ce partenariat avec Zagreb a été créé avant que Orléans devienne CHU. Donc évidemment, ça laissait des perspectives je dirais, encourageantes. En tout cas, ça nous incitait à avancer dans ce domaine-là. Là, bon, effectivement, je pense que c'est un sujet, mais c'est un sujet, il faut savoir ce que ces jeunes vont devenir, évidemment. Je pense que là, bon, on essaiera d'avoir des réponses. Nous, on est dans une démarche, on s'est associé avec la ville d'Orléans et la métropole, d'ailleurs, dans cette démarche-là. L'idée, c'était d'avoir le plus possible de médecins formés alors, dans une université européenne. Il y avait Zagreb avec une convention particulière avec Zagreb. Bon, voilà, maintenant, effectivement, je pense qu'il ne faut pas les laisser tomber au milieu du gué. Ça, je suis d'accord avec vous. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont quoi, 7, je crois. Bon. Oui, bah oui. Bien, on essaiera d'avoir la réponse aussi. Et si on peut aider aussi à ce qu'ils soient, évidemment, qu'ils fassent prioritairement leur stage en France et dans le Loiret, ça sera une démarche qu'on souhaiterait engager. Bien, merci pour cette question. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions? Je propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Rapport F2. Le rapport F2 concerne l'examen de 4 demandes de subventions déposées pour les subventions pour des expositions. La commission a porté un avis favorable à l'unanimité sur ces 4 dossiers qui ont été présentés, malheureusement fort tardivement. C'est pour ça que nous les avons présentés que maintenant. Le département du Loiret soutient donc les musées, que ce soit des collectivités ou des musées associatifs, afin de les aider à proposer des expositions temporaires de qualité, avec les programme que vous connaissez, des aides maximales de 20% et porté en plafond à 10 000 euros pour une exposition dont le montant des dépenses est inférieur à 100 000 euros ou supérieur à 10 000 euros pour, ça n'est pas indiqué là, mais des dépenses supérieures à 100 000 euros. Nous avons donc 4 dossiers présentés, notamment celui de l'AMI et des musées d'Orléans au titre de 3, qui ont demandé ces aides, dont vous avez le détail porté en annexe. Donc il y a une très belle exposition qui a démarré d'ailleurs en octobre à l'AMI, et puis sur le musée des Beaux-Arts d'Orléans, deux expositions, et une autre à l'hôtel Cabu, pour lequel vous avez les détails dans cette annexe. Il vous est donc proposé, vu notre avis positif en commission culture, de financer à hauteur de 10 000 euros pour 3 d'entre elles et 3 000 euros pour celle qui est à l'hôtel Cabu, de donc subventionner ces expositions. Bien, et on rappellera aux Orléanais qu'il faut respecter les délais, parce que sur les 3 dossiers, les 3 sont arrivés hors délai. Donc je pense que ça, il faut le signaler, parce que Oui, parce que là, tous les autres se conforment au délai, et là, bon, bref. On est sympathique, nous sommes conciliants, nous avons tous un effort, mais à un moment, il faut qu'on respecte les règles. Donc, ce rapport F2, y a-t-il des questions? Non, pas de questions. Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Non, pas d'abstention. C'est beau. Non, c'est bon. Pas d'abstention, pas de vote contre. Ok, merci. Rapport adopté. Rapport F3. Le rapport F3 concerne notre patrimoine et sera présenté par Christophe Bouquet. Monsieur le Président, mes chers collègues, dans une demande de subvention au titre de l'aide
aux propriétaires privés des monuments historiques déposés par la société civile immobilière Tous au Château pour un diagnostic structurel et architectural au château de la Ferté-Saint-Aubin, château qui est classé monument historique depuis 1961. Donc le détail de cette demande de subvention a fait l'objet d'un arrêté et donc qui est présenté en annexe. Ça fait partie d'une autorisation de programme. Il y avait une somme de un peu plus de 22 000 euros donc, disponible sur cette affectation. Donc il vous est proposé d'affecter un montant total de 4 290 euros sur l'autorisation de programme précitée, donc qui reprend 20% du montant total de l'étude. Et donc il vous est demandé d'approuver l'attribution de cette subvention à la société civile immobilière Tous au Château afin de l'aider à réaliser son opération mission de diagnostic architectural et structurel concernant un désordre structurel ponctuel d'une voûte de cave du château de la Ferté, classée au titre des monuments historiques, d'affecter l'opération sur l'autorisation de programme précité pour un montant de 4 290 euros et d'émettre un arrêté définissant les modalités spécifiques d'attribution et de versement en dérogation des modalités prévues à l'annexe 1 du règlement budgétaire et financier, parce qu'effectivement, ce règlement budgétaire prévoit toujours un versement d'un acompte, puis d'un acompte de 30% et de 70% au solde. Et là, on va verser directement toute la somme d'une seule fois. Voilà. Merci. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport F3 ? Je pense que là aussi, des aides importantes pour l'attractivité du territoire. Je pense que c'est... On voit bien que ça fonctionne bien. Pas de questions. Je vous propose de voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Merci. Rapport adopté. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, je vous propose que les rapports G, on les passe demain matin. Parce que donc il y a session demain matin, je vous le rappelle, et il y a surtout l'AG des anciens. Je ne voudrais pas que l'hémicycle soit déserté et qu'il n'y ait personne demain matin pour nos anciens, avec un petit temps qui aura lieu dans le hall, la commémoration des 40 ans de ce bâtiment. Il y a encore quelques élus qui ont vécu cette période, qui seront présents à nos côtés. Et je pense qu'il est important que nous soyons quand même ici en nombre avec eux. Donc je propose de reprendre nos travaux à 10h demain matin. 10h, ça sera largement suffisant pour pouvoir passer les deux rapports qui nous restent, les rapports G. Voilà, et à 11h, je vous rappelle, donc l'AG des anciens. Ensuite, il y aura le repas à la bretonnerie avec eux. Ils sont toujours très heureux de venir ici, nous retrouver. Donc voilà, je vous remercie d'être présents demain matin, à la fois à la session et aussi au repas à leur côté. Voilà, merci à vous. À demain.